Alors moi, je vais jeter un regard un peu plus global sur la situation politique et sociale. Et comme vous le savez, c'est bientôt les élections présidentielles et puis législatives. Mais franchement, quel que soit le résultat des élections, le vrai gouvernement de ce pays ne changera pas. Parce que le vrai pouvoir en France n'est pas à l'Élysée, n'est pas au Matignon, n'est pas au Sénat ou à l'Assemblée nationale. C'est au MEDEF, c'est à la bourse, c'est chez les grands groupes bancaires et les grands groupes de l'industrie et du commerce. C'est eux qui dominent le pays et c'est eux d'ailleurs qui façonnent la politique de l'État et du gouvernement en fonction de leurs intérêts. Et malheureusement, dans ces élections, c'est la droite et l'extrême droite qui sont en position forte. Et quand on voit et on sait pourquoi, parce que nous venons de vivre 5 ans d'une politique qui est étiquetée socialiste, mais qui a été calquée exclusivement sur les intérêts des capitalistes, des riches, des puissants, et dirigée contre ce qui devait être, ou ce qui a été autrefois, en tout cas, la base sociale du mouvement socialiste, c'est-à-dire les travailleurs, la jeunesse, enfin tous les gens qui subissent les conséquences du système capitaliste. Et donc, et ça vaut aussi, aussi bien pour la politique intérieure que pour la politique étrangère. Ça a été une politique réactionnaire sur toute la ligne, sans aucune réforme, d'aucune sorte de réforme positive du point de vue des travailleurs. Et ce déclin industriel dont on a parlé se fait dans un contexte social particulièrement grave, avec entre 5 et 6 millions de personnes qui sont sans emploi. Et sans entrer dans tous les détails, parce qu'on pourrait y passer la nuit, vous prenez n'importe quel aspect de la vie sociale aujourd'hui, je ne sais pas, éducation, sécurité sociale, logement, l'emploi, bien sûr, les droits des travailleurs, n'importe quel aspect. Et tous ces aspects-là portent la marque d'une régression, d'un recul, que ce soit sous la gauche ou sous la droite, ça a été essentiellement la même politique. Mais maintenant, le retour de la droite, dans les conditions actuelles, signifie quelque chose de beaucoup plus, une politique beaucoup plus draconienne encore que ce qu'on a vécu sous Hollande et Sarkozy. Pour les gens confiants ou les représentants directs du capitalisme français, la loi El Khomri n'était qu'un début. C'est comme ça qu'ils le voient. Et je vais vous lire tout à l'heure un discours de Fillon quand il s'adressait aux chefs d'entreprise en France qui le prouve. Il a ses problèmes en ce moment, n'est-ce pas, dans les médias de candidats de la droite. Mais croyez-moi, c'est un adversaire absolument redoutable. C'est un homme extrêmement intelligent, un stratège des capitalistes. Et il sait ce qu'il veut, et il a une très bonne idée de comment y parvenir. On connaît les grandes lignes de son programme, comme ça a été présenté, la suppression de 500 000 emplois dans la fonction publique. C'est comme ça qu'on lutte contre le chômage, apparemment. S'attaquer aux 35 heures, aux droits syndicaux, on ira plus loin dans la criminalisation du syndicalisme. Et le but de la droite, c'est de faire sauter les dernières protections qui déjà sont assez minces, à vrai dire, qui tendent à protéger les travailleurs contre l'intimidation et les objectifs des patrons. Alors, justement, si je parlais tout à l'heure de ce discours de François Fillon, je suis tombé dessus juste aujourd'hui, et c'est la première fois de ma vie que je lis le discours de l'homme de droite. Ce n'est pas dans mes habitudes, mais je vous promets que ça en vaut la peine. En fait, c'est un discours qu'il a prononcé devant la Fondation Concorde, que je ne connaissais pas, mais c'est un peu une sorte de club des grands patrons de France, où on pourrait dire qu'une bonne partie des gens qui étaient dans la salle étaient justement
les représentants principaux du MEDEF, et écoutez ce qu'il dit, Fillon. Moi, ce que je veux, c'est que le 1er juillet, les 2 ou 3 ministres chargés des réformes, l'économie et les finances, le travail pour l'essentiel, arrivent avec des textes prêts, dans une forme de blitzkrieg. Vous savez ce que ça veut dire, une guerre éclair. De blitzkrieg, c'est le langage des nazis en fait. Dans une forme de blitzkrieg, qu'ils fassent passer devant le Parlement, en utilisant d'ailleurs tous les moyens que donne la Constitution de la Ve République, ordonnance, vote bloqué, 49.3, tout ce qui est nécessaire, qu'ils les fassent passer en l'espace de 2 mois, sans interruption estivale. Voilà, si on fait tout ça, on crée un choc qui, à mon sens, rend très 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 difficile la réaction sociale que vous craignez. C'est quand même quelque chose. Et là, je me dis qu'on a affaire avec, on aura affaire avec un gouvernement qui sait ce qu'il veut, qui a une stratégie bien ficelée, et qui se donne les moyens, et qui ne se prive d'aucun moyen pour parvenir à ses fins. Et la question qui se pose pour nous, parce qu'il ne faut pas seulement parler des problèmes, mais aussi des solutions, c'est quelle est notre stratégie à nous pour lutter contre ça. Parce que je dis que c'est la politique des socialistes au pouvoir, soi-disant socialistes, qui a favorisé la droite. Mais si on regarde bien la situation, nous avons une véritable catastrophe sociale provoquée par le capitalisme. Nous avons un effondrement électoral du Parti socialiste. Comment se fait-il que cette situation-là ne profite pas à la gauche, ou au Parti communiste, ou même à Mélenchon et aux forces sociales qui sont autour de Mélenchon? Comment ça se fait que c'est la droite, et l'extrême droite, qui profitent de ce qui s'est passé au gouvernement? Et je pense qu'il y a peut-être beaucoup de raisons à ça, mais la raison fondamentale, c'est que le mouvement ouvrier a été largement désarmé politiquement. Je parle ici de son programme général. Je ne veux pas dire que dans chaque entreprise, les syndicats sont désarmés ou impuissants. Ça, c'est pas vrai. Sans les syndicats, sans les luttes qui sont menées, on serait déjà dans une situation beaucoup plus grave. Mais je parle du projet, de l'objectif général du mouvement ouvrier. Il n'y en a pas. Et les gens qui cherchent des solutions, qui se demandent quelle est l'alternative à la situation actuelle, ils ne le trouvent pas dans le discours, dans les explications, dans la propagande, dans le programme des organisations syndicales et politiques qui sont censées représenter. Je dis ça parce que si on exclut, comme beaucoup de gens excluent, la transformation de la société, si on pense qu'il faut que le capitalisme, c'est le système, et il faut rester sur les bases du capitalisme, en fin de compte, il n'y a que 2 politiques possibles, quel que soit le parti ou le politicien. En gros, vous pouvez attirer l'intérêt des capitalistes, susciter l'intérêt des capitalistes, c'est-à-dire le programme de Fillon, réduire les salaires, entraver l'action syndicale, démolir le code du travail, généraliser la précarité, enfin, en finir avec la limitation de la semaine de travail et tout le reste. Ça, c'est quelque chose qui peut vraiment intéresser les capitalistes. Là, ça vaut l'investissement, je vais faire plus de profit. Ou à l'inverse, vous avez le programme qui dit, au contraire, il faut augmenter les salaires. Et on sait que la CGT et le PCF réclament un SMIC à 1 700 €. Augmenter les salaires, augmenter et renforcer les droits des salariés dans les entreprises, réduire encore la semaine de travail, taxer davantage les profits. Et là, dans ces conditions-là, quelle est la réaction des capitalistes? Vous allez voir n'importe quel chef d'entreprise et vous lui dites « Monsieur,
Demain, on envisage de vous imposer un SMIC à 1 700 €. On va taxer vos profits à 50%. On va donner des droits beaucoup plus importants aux organisations syndicales chez vous. En gros, on va prendre une série de mesures pour réduire la rentabilité de votre capital. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, mais dans ce cas-là, je me taxe. Et tous les travailleurs savent cela. Je ne dis pas que dans telle lutte, tel épisode de la lutte des classes, on ne peut pas arracher des concessions, on ne peut pas obtenir des choses. Ça, c'est possible. Mais de manière générale, si notre mouvement, ou si un gouvernement issu de notre mouvement, tentait d'appliquer un programme de réforme sociale de grande envergure au profit, enfin, dans l'intérêt de la masse de la population et au détriment des capitalistes, le fonctionnement du système capitaliste est tel que ça se retournerait contre les travailleurs eux-mêmes. Parce que si on impose cette politique-là, bah, ils iront, je ne sais pas, en Roumanie, en Chine, en Inde, en Amérique latine, enfin en Afrique, ils iront quelque part où tous ces problèmes n'existent pas, où le travail est moins cher, où il n'y a pas de syndicats. C'est ça. Et par conséquent, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas lutter pour ces choses, mais ça veut dire qu'il est absolument indispensable dans le programme du mouvement ouvrier, dans le programme du Parti communiste, dans le programme de la CGT et les autres syndicats combatifs, il faut répondre à ce problème. Ça m'est arrivé à plusieurs reprises quand on diffuse des tracts dans la rue ou devant l'entreprise. Je me souviens, une fois, j'étais à Alès, en particulier, devant une entreprise qui est depuis fermée. Et on diffusait un tract avec toutes ces revendications sur les salaires, sur les semaines de travail. Et le travailleur, il m'a dit, c'est très bien ce que vous faites, enfin, je suis d'accord avec ça. Mais vous mettrez en application un quart de ça, et le patron y ferme. Et en fin de compte, même sans faire ça, le patron il la ferme. Mais ça veut dire que les travailleurs, ils savent, ils sentent, même s'ils ne suivent pas la politique, même s'ils n'ont jamais lu Karl Marx, ils n'ont jamais réfléchi sérieusement aux questions politiques et sociales, ils savent et ils sentent, de par leur propre expérience, qu'on ne peut pas faire n'importe quoi dans une entreprise quand c'est le capitaliste, le patron, qui a le pouvoir. C'est lui qui décide. Si on explique aux gens la nécessité de lutter, etc., de revendiquer, de s'organiser, ils savent que ce sont les employeurs qui embauchent, c'est eux qui investissent, c'est eux qui ont le pouvoir ensemble et qui ne sont pas, eux, désarmés. Et si vous les frappez, ils peuvent vous frapper en retour. Et la meilleure façon de frapper, enfin la façon la plus forte, c'est de juste dire « Ok, faites grève, revendiquez vos augmentations de salaire, moi, je mets la clé sur la porte et j'irai ailleurs. » Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Il y a une fuite de capitaux et d'investissements de la France vers les 4 coins du monde pour éviter la législation sociale que les capitalistes estiment trop contraignante. Et donc, si on va mener une lutte capable et si on va pouvoir convaincre les travailleurs que notre projet est viable, il faut absolument lier ces revendications militantes, revendicatives, ce programme revendicatif, à la question de la propriété des entreprises. Qui possède et qui contrôle, qui dirige les entreprises? C'est ça la question. Et le communisme, c'est ça. Le communisme n'est pas juste un programme de petites réformes, de réformes fiscales, de telle ou telle révision positive du code du travail. Ce n'est pas ça le communisme. Ça en fait partie. Mais c'est surtout expliquer patiemment, inlassablement, aux travailleurs, à la jeunesse, à tout le monde que nous pouvons rencontrer, que si nous laissons les banques, l'industrie, le commerce, enfin tous les rouages de l'économie entre les mains d'une petite minorité de capitalistes, on n'en sortira pas. Et vous pouvez manifester, faire des grèves, etc. Et on n'en sortira pas, parce que c'est eux qui décident, c'est eux qui ont le pouvoir. Et c'est une petite classe, en fait, la classe capitaliste, mais c'est une classe, peut-être, je ne sais pas combien de vrais capitalistes conséquents il y en a en France. Pas beaucoup. Pas beaucoup.
mais c'est une petite minorité qui a néanmoins énormément de pouvoir, une emprise très très forte sur la société. C'est eux qui décident combien de chômeurs il y a, en réalité. C'est eux qui décident ce qui est produit, ce qui n'est pas produit. Et c'est ce pouvoir-là qu'il faudrait détruire et remplacer par une gestion démocratique, collective de l'industrie par les travailleurs. Quand on écoute Yvon et d'autres syndicalistes parler, ils savent comment ça fonctionne une entreprise. Tout ce que tu viens de dire, ça le prouve. Les gens qui bossent dans une entreprise, ils savent comment ça marche. Peut-être qu'ils savent, chacun individuellement, ils ne savent peut-être pas tout, mais collectivement, ils savent comment ça fonctionne. Pourquoi? Parce que c'est eux qui font le travail. Et en vérité, toutes les fonctions essentielles de la société aujourd'hui, quelle que soit l'industrie, que ce soit dans un supermarché, que ce soit dans une raffinerie, toutes les fonctions essentielles, l'organisation de nos écoles, de nos crèches, tout ce qui se passe, ce sont les salariés qui le font. C'est eux la société. Et de ce fait, ils pourraient gérer, organiser, diriger la société dans l'intérêt des travailleurs, sans les capitalistes, sans la bourse et sans tout le reste. Et où est-ce qu'ils sont les capitalistes? Peut-être en vacances, je ne sais pas, on ne sait pas. Ils ne travaillent pas, les capitalistes. Leur travail, entre guillemets, c'est compter le sou, signer les chèques, c'est-à-dire disposer de l'argent et de la richesse générée par notre travail. C'est tout ce qu'ils font. Et cette gestion-là, cette organisation financière, c'est aux travailleurs en prenant le contrôle des rouages fondamentaux de l'économie, eux, ils pourraient prendre les décisions, non pas en fonction de l'intérêt égoïste d'une minorité, mais dans l'intérêt de la collectivité. C'est ça, au fond, le programme que nous essayons de défendre. Et si on n'a pas ça, on ne convaincra pas les travailleurs qu'il est vraiment possible de résister de façon efficace contre les capitalistes. Parce que quand on regarde la télévision, la radio, enfin tous les médias, ils matraquent les travailleurs jour et nuit avec l'idée qu'il faut plus de flexibilité, il faut accepter des bas salaires, il faut peut-être même réduire les allocations des chômeurs pour qu'ils acceptent n'importe quel boulot. On connaît toute cette propagande. Et cette propagande marque des points, non pas parce que c'est répété à longueur de journée, ça ne suffirait pas. Ça marque des points parce que dans la conscience populaire, ça correspond à une certaine vérité. Si les capitalistes vont maintenir leur activité, il faut répondre à ce qu'ils demandent. C'est la réalité. Et donc, si on n'a pas de projet de société pour en finir avec ce pouvoir-là, le programme de revendication immédiate, pour ainsi dire, n'est pas très, très crédible. Et le danger qu'il y a, parce que j'ai parlé de la remontée de la droite et le fait qu'on aura probablement un gouvernement de droite, mais en vérité, en parallèle avec ce danger-là, il y a la montée du nationalisme et du racisme, et pas qu'en France. Le vote pour le Brexit, c'était ça. C'était un vote non pas progressiste, anti-Union européenne, comme nous sommes contre l'Union européenne. Ce vote a été majoritaire sur la base d'une campagne de stigmatisation des étrangers. Il y aurait plus d'emplois pour les Britanniques si on avait moins de Polonais, moins de Tchèques, moins de Portugais, moins de tout, moins de Français même, qui travaillent en Angleterre. Tous ces étrangers qui viennent via l'Europe pour utiliser le service de santé national, pour prendre des places dans nos écoles et dans nos crèches. Il y aurait plus pour nous, les Britanniques, s'ils n'étaient pas là. Mais on ne peut pas les empêcher de venir tant qu'on fait partie de l'Union européenne. C'est ça la propagande qui a fait le Brexit. Et maintenant que le Brexit est là, enfin qu'ils ont décidé de partir,
ça retombe sur les travailleurs britanniques, parce que pour les capitalistes, vous savez, eux, ils ne perdent jamais. Si je suis un capitaliste en Grande-Bretagne, et la révision des traités fait que je vends moins de choses, ou mon affaire va mal, moi je flippe à gauche et je fais autre chose. Peut-être ici, peut-être ailleurs. Oui, ils trouveraient le moyen de fructifier leur capital d'une façon ou d'une autre. Et ce sera au détriment des travailleurs britanniques. Je dis ça parce qu'il y a ce phénomène de nationalisme là-bas, mais aussi, regardez toutes les élections qui se font. L'Autriche, le Pays-Bas, le Danemark, la Suède, l'Italie. Enfin, il n'y a aucun pays, l'Allemagne aussi, il n'y a aucun pays où il n'y a pas une poussée de forces nationalistes et racistes, avec deux idées fortes. Préférence nationale, c'est-à-dire s'il n'y a pas assez d'emplois, les nationaux passent devant les étrangers. Et protectionnisme économique, c'est-à-dire protégeant les frontières, empêcher les produits étrangers de venir de chez nous, c'est-à-dire exporter le chômage à l'étranger. Si une entreprise à l'étranger ne peut plus exporter en France, c'est le chômage pour eux plutôt que pour nous. Ça, c'est l'idée en tout cas. La vérité, c'est qu'il y aurait le chômage des deux côtés. D'une part parce que ça gêne le commerce en général, et d'autre part parce que les pays qui sont victimes de mesures protectionnistes prennent des mesures en revanche pour dire si nous on ne peut plus vendre chez vous, vous ne pouvez plus vendre chez nous. C'est comme ça. Et je dis que c'est extrêmement dangereux parce que l'histoire de l'Europe, depuis ces siècles, nous enseigne, et ça nous a coûté très très cher, qu'une fois que le virus nationaliste et raciste prend, une fois que ce virus-là s'installe, il est extrêmement difficile à extirper. Et pourquoi il y a cette poussée de nationalisme? D'une part parce qu'on a prêché depuis longtemps les bienfaits du libre commerce. Si on ouvrait les frontières, si on commerçait dans tous les sens, si on donnait libre cours aux grands groupes multinationaux pour qu'ils puissent vendre n'importe qui dans n'importe quelle condition, ça va garantir la croissance, une élévation du niveau de vie, réduire le chômage et ainsi de suite. Les gens savent aujourd'hui que ça c'est un mensonge et que ce libre commerce capitaliste n'a pas apporté de bienfaits, bien au contraire. Mais c'est aussi un raisonnement très concret chez des gens où ils disent quand il y a 5 ou 6 millions de personnes qui n'ont pas d'emploi en France, est-ce qu'il est raisonnable de garder les étrangers ou de laisser entrer d'autres étrangers? C'est ça qu'on entend partout. Et si nous, en tant que communistes ou syndicalistes, on dit mais le problème n'est pas les étrangers, c'est les capitalistes. On dit ok, moi je comprends cet argument, mais les capitalistes, ils sont là. Et donc, je repose ma question. Est-ce que nous pouvons accepter que tous ces étrangers viennent contre les capitalistes qui dominent et que vous ne proposez rien pour nous en débarrasser, ne peuvent pas fournir du travail pour tout le monde? Donc on n'a pas de réponse à cette propagande raciste si on n'a pas un projet de société pour en finir avec les capitalistes. Donc c'est ça le problème qui se pose. Et donc, ce que je pense, c'est que toutes ces luttes, la lutte contre le racisme, la lutte contre le chômage, la lutte contre la destruction de l'industrie, la lutte pour la défense du code du travail et même l'amélioration et le renforcement du code du travail pour défendre les droits des travailleurs, on ne peut pas, on a besoin de lier ce combat-là à la question du socialisme. Et quand je parle du socialisme, je ne parle pas du socialisme de M. Valls, ou de M. Hollande, ou de M. Macron, ou même de M. Hamon, mais du vrai socialisme, c'est-à-dire remplacer la domination de la classe capitaliste par une planification rationnelle et démocratique de l'économie par les travailleurs eux-mêmes. Alors vous aussi, vous pouvez dire, mais c'est une très belle idée, mais est-ce que c'est pratique? Non, ce n'est pas pratique pour le moment. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas
convaincu les travailleurs de ce pays de la nécessité de cette chose. Quand j'entends parfois, mais les travailleurs, ils ne sont pas d'accord avec le socialisme. Regardez, il y en a beaucoup qui votent à droite, ils votent pour le Front National. Quand vous leur parlez du socialisme, ils ne sont pas d'accord. Mais qui leur parle du socialisme, à vrai dire? Qui leur parle du socialisme? Il n'y a aucun parti significatif en France aujourd'hui qui présente un projet pour le socialisme ou le communisme, c'est la même chose. Et ça, c'est un problème que nous devons corriger, que nous ne pouvons pas corriger en 5 minutes, mais il faut commencer quelque part. J'étais, je ne sais plus quand maintenant, avant-hier, voilà, à Morlaix, en Bretagne, dans une réunion de section du Parti communiste, et il y avait un communiste qui, après qu'on avait passé en revue les différents problèmes du mouvement, il a dit « J'ai l'impression qu'il faut tout reprendre à la base, mais où est-ce qu'il faut commencer ?» Et ce que j'ai dit, et ce que je vous dis à vous, c'est qu'il faut commencer par la théorie, le programme, stratégie et principe. Il faut revoir ces choses-là, les idées. Parce que la lutte des classes, ça se fait sur plusieurs plans. Le plan de l'organisation syndicale, la grève peut-être, les manifestations, mais c'est aussi une lutte idéologique. Et ce que Yvon a dit au début de son intervention, je le souscris à 200%, l'information, et aussi, il faut convaincre les travailleurs que l'humanité n'est pas condamnée à subir ce système de classe, système inégalitaire, un système fondé sur l'exploitation de l'homme par l'homme à tout jamais. Et tant qu'on n'aura pas convaincu les travailleurs de ça, le capitalisme restera. Et son pire là. Donc voilà, c'est moi je pense qu'il faudrait que l'on avance dans ce sens-là pour remettre du communisme dans le programme du mouvement ouvrier et enfin offrir une alternative au système capitaliste qui est responsable de la crise sociale, politique, économique actuelle. Merci.